Merci d'être là. Donc je te donne quelques mots d'introduction pour présenter ou représenter Jonas, et tu n'hésiteras pas à compléter si tu veux en rajouter, évidemment. Donc pour information ou pour rappel, alors Jonas il a commencé son parcours scientifique en Belgique, dans le domaine de l'écologie aquatique, avec très rapidement un focus porté sur l'utilisation des outils génétiques et génomiques. S'en est suivi une thèse de doctorat à l'université de Canberra en Australie, où il a travaillé sur la détection précoce d'espèces envahissantes, principalement les poissons d'eau douce, et le suivi de leur impact écologique via l'utilisation de l'ADN environnemental et du métabarcoding. Alors il a effectué plusieurs postdocs déjà en Australie, en Italie, en Suisse et aujourd'hui chez nous, toujours avec l'apprentissage et l'expertise des outils précédemment cités, impliqués dans le cadre du suivi des écosystèmes ou de la gestion des populations de poissons. Et aujourd'hui, il va nous parler du projet qu'il réalise ici au Cartel, autour du zooplancton, du métabarcoding et de l'ADN environnemental. Je te remercie, je te donne la parole. Ok, merci. Donc bonjour à tous, toutes et tous. Oui, j'ai changé un peu la domaine. C'est quand même un peu, voilà, c'est métabarcoding et l'ADNE. Mais maintenant, le vrai focus de ce projet, c'est sur le zooplancton. Normalement, je travaille plutôt avec les poissons, donc ça c'est un peu différent, mais quand même. Donc le projet Quantizo, le but de ce projet, c'est vraiment utiliser un protocole de nouvelle génération pour identifier et quantifier les zooplanctons. Je vais donner un peu de contexte sur ça. Donc le zooplancton, comme je pense que tous les gens ici connaissent bien, c'est vraiment des groupes qui sont au centre de la chaîne alimentaire et qui sont le lien entre le phytoplancton et les poissons. Donc c'est quand même un groupe qui est vraiment important pour la chaîne alimentaire dans les lacs et tout ça. La surveillance de biodiversité par métabarcoding, maintenant il y a pas mal de protocoles qu'ils ont déjà établis pour des phytoplanctons et des poissons, mais pour le zooplancton, il n'y a pas beaucoup d'études qui sont faites. Et toutes les études qu'ils ont faites sur cette groupe, c'est plutôt des études sur les écosystèmes marins. Et il va utiliser plutôt des amorces généralistes qui va choper tous les eucaryotes, métazoa et tout ça. Donc l'objectif de ce projet, c'était vraiment mettre en place une méthode de suivi quantitatif pour des zooplanctons. Et au début de ce projet, on a commencé à parler c'est quoi qu'on doit faire pour vraiment arriver à ce but. Et on a défini 3 volets qu'on voulait travailler dessus. Le premier, c'était vraiment le design et la validation des amorces. On a regardé un peu, comme j'ai dit, il y a pas mal de gens qui ont utilisé les amorces généralistes, mais si on veut faire des choses quantitatives, ça c'est pas top. Donc on voulait faire un peu de design et de validation des amorces plus généralistes, plus spécifiques pour des groupes principaux. Pour nous, c'était des cladocères, des copépodes et des rotifères. On a regardé un peu dans la littérature aussi, et parce qu'on travaille quand même avec des groupes différents. Donc les cladocères et copépodes, ils ont un carapax de chitine, donc de temps en temps, extraire l'ADN de cette espèce, c'est un peu difficile. Donc on voulait voir s'il y a des biais d'extraction de l'ADN. Et après, on veut valider toutes nos approches avec des échantillons temporels du lac. Ça marche, ouais. Donc pour aujourd'hui, je vais juste parler un peu de les 2 premiers volets. Pour le design d'amorce, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Genius. J'ai commencé à télécharger les séquences disponibles sur NCBI de plusieurs gènes. Ça, c'est des gènes ribosomales. À la fin, on a vraiment fait le focus sur les gènes ribosomales nucléaires parce que pour les mitochondriales, il n'y a pas beaucoup de bases de référence pour travailler. On a téléchargé les séquences de groupes que nous intéressent, donc là, le cercopépode et rotifères, et aussi des hors-groupes. Avec les séquences de hors-groupe, on a fait un alignement, et avec cet alignement, on peut extraire une séquence de référence.
Après, cette séquence de référence, on peut utiliser pour, dans la prochaine étape, aligner toutes les séquences de notre groupe qui nous intéressent sur cette référence. Et après, ça donne un truc comme ça. Et on peut vraiment voir où il y a des sites qui sont intéressants pour designer des amorces spécifiques pour notre groupe. Donc à la fin, on avait 145 amorces pour des groupes différents. Donc il y a pas mal des amorces qu'on a designées. Après, on a fait des tests in silico, donc avec des utiles sur notre ordi pour voir comment ils marchent et tout ça. Et on a retenu 2 paires d'amorces par groupe. Ça se voit pas très bien, mais ça c'est les amorces qui marchent quand même bien avec notre test in silico. Après, on arrive à la validation de cette amorce. Donc pour ça, on a pris des échantillons de lac Léman en février, donc les échantillons de l'eau d'une profondeur de 0 jusqu'à 50 mètres. Ça, c'est des échantillons ADNE. Après, on avait aussi pris des échantillons avec une traite filet, donc ça, c'est des traites filets de phytoplancton qu'on utilise. Et on a un échantillon de bulk, donc tout le bulk zooplancton, avec le poids initial pour faire des extractions différentes, donc 25 mg et 350 mg, pour voir s'il y a des différences entre le matériel initial qu'on utilise. Après, on a aussi enlevé l'eau, donc dans les échantillons de zooplancton, il y a toujours beaucoup d'eau. Après, on va sédimenter tous les organismes et il y a l'eau qui reste. Donc, on a pris l'eau, là, pour extraire l'ADNE de cette bulk. Et on avait aussi designé des MOC, donc c'est des MOC avec l'ADN synthétique, donc des fragments synthétiques qu'on a mis dans ces MOC avec des concentrations initiales différentes et aussi avec des mismatchs entre des amorces, des paires de bases mismatch avec des amorces différents pour voir comment ça va influencer notre résultat. Il y avait aussi une MOC avec l'ADN à la base des extraits de tissus et aussi des témoins négatifs terrain, témoins négatifs PCR et tout ça. Je vais juste vite fait expliquer un peu la protocole qu'on a utilisé. Donc on a fait une amplification de notre région d'entrée. On a fait 3 réplicas PCR par échantillon. Après on a fait un nettoyage et une sélection de taille, une quantification. Après on a fait une pooling avec où on va mettre ensemble tous les amplicons par paire d'amorces. On a fait une deuxième étape de nettoyage, quantification. Après, on va faire une pooling avec, où on va mettre tous les amplicons en nombre égal de copies ensemble. Et après, ça passe à séquençage. Ça, c'est juste un peu la bioinformatique. Encore une fois, je ne vais pas rester trop longtemps sur ça. Donc, ça, c'est un protocole un peu général. Donc, on fait du demultiplexing. Donc, ça veut dire qu'on va mettre les séquences, on va l'assigner sur les échantillons qu'on a pris. On enlève les amorces. Et après, DADA2 est utilisé pour vraiment faire un nettoyage plus profond et arriver à des ASV, donc amplicon séquence variant. Et après, on fait un assignement taxonomique avec une base de référence. Donc là, c'est juste pour montrer un peu les effets de la filtre bioinformatique qu'on a utilisé. Donc en gros,
on a les échantillons ici. Les deux dernières, ça c'est des témoins négatifs. Et on voit avec le filtre qu'on a utilisé pour la plupart des témoins négatifs, tous les rides sont disparus à la fin. Le ride qui va rester, on va utiliser pour nettoyer un peu les autres données. Et on voit que pour toutes les autres données, on garde quand même pas mal de rides après le nettoyage, sauf l'ADN l'ADNE qu'on a pris de cet échantillon de bulk. On voit que pour tous les amorces, il n'y a pas beaucoup de rides qui restent sur cet échantillon. Il y a aussi un problème avec les amorces de cladocère, donc il n'y a pas beaucoup de rides ici. La raison pour ça, on ne sait pas très bien, donc on doit croiser un peu sur les données pour voir si on arrive à améliorer les résultats là. Si on va regarder à la spécificité de cette amorce, donc spécificité, ça veut dire que est-ce que les amorces qu'on a designées, est-ce qu'il va choper seulement les taxonomes, les groupes qu'on veut qu'il va choper, donc les cladocères, copépodes, rotifères. Donc en gros, ils sont quand même bien spécifiques, la plupart des rides, donc 80%, 90% des rides, sont les rides, les taxons ciblés. Et si on va regarder entre les échantillons différents, on voit que ça c'est des échantillons de bulk, après ça c'est l'ADNE et les MOC. On voit qu'ici on a une diminution de spécificité qui est quand même normale parce que dans le bulk il y a plein d'autres organismes qui ne sont pas dans les MOC. Si on va regarder un peu à l'assignement taxonomique, on voit que ici, on a encore une fois, on a tous les échantillons. Ici, les dernières, ça c'est des communautés de MOC. Les deux premiers, c'est des échantillons de bulk, de zooplancton, et les deux au milieu, c'est de l'ADNE. Et les couleurs, donc on a l'orange, ça c'est l'assignement taxonomique à la famille. Le bleu, c'est l'assignement taxonomique à la genre. Et le vert, c'est à l'espèce. Et les petites lignes là, ça c'est les références. Donc les références, soit avec toutes les espèces qu'on sait qu'on a mis dans les MOC, ou soit avec les résultats de l'étrie que Leslie elle a fait sur les échantillons de bulk. Donc on voit que en gros on a des résultats pas très nets pour l'ADNE de bulk. Donc ça c'est celle-là par exemple. Ici il y a juste un répliquant qui a réussi à choper quelques espèces. Et en gros pour les cladocères, l'ADNE en général ça marche pas très bien, mais il y a le problème avec la profondeur de séquençage. Donc si on va résoudre ça, peut-être ça va être mieux. On a des résultats entre les amorces. Donc ça c'est des amorces de cladocères, copépodes, rotifères. On voit que pour les cladocères et les copépodes, les résultats sont quand même assez similaires. Donc ça c'est déjà pas mal. Mais si on va regarder à les rotifères ici, on voit quand même que l'assignement taxonomique avec la deuxième paire d'amorces est quand même vraiment meilleur que la première. Et ça c'est juste un effet de taille. Ça c'est l'amplicon ici c'est plus petit, donc vraiment faire l'assignement taxonomique c'est plus difficile. Là on a un amplicon qui est plus large, donc on arrive plutôt à distinguer entre les groupes taxonomiques.
Si on va voir un peu, est-ce qu'on arrive à avoir des résultats à peu près quantitatifs. On a regardé à la première communauté de mock avec l'ADN synthétique. Donc on voit ici, ça c'est les proportions initiales de l'ADN synthétique qu'on a mis dans ce mock. Ça c'est des proportions qu'on a obtenues après avec la métabarcodie. Et toutes les lignes c'est des amorces différentes. Et on voit quand même qu'il y a une corrélation positive, mais c'est vraiment loin de cette corrélation idéale de 1 sur 1. Donc on voit que les séquences qui sont vraiment abondantes initialement, ils sont sous-représentés dans les abondances finales. Donc ça, après, si on va faire des analyses plus profondes, on peut utiliser ces résultats pour peut-être faire une correction, avoir des résultats un peu meilleurs. On voit aussi que le mismatch avec des amorces, ça va diminuer les concentrations qu'on obtient avec la métabarcodie. Donc ici, on a le nombre de mismatchs entre l'ADN et les amorces. Ici, on a l'abondance proportionnelle après le métabarcodie. Donc on voit qu'il y a une corrélation négative qui est déjà bien connue, mais on voit aussi que ça dépend quand même pour des amorces. Il y a des amorces de cladocère, par exemple, où on ne voit pas une corrélation négative. Encore une fois, ces résultats, on peut essayer, utiliser pour après faire des corrections de notre donnée. Donc sur la base de tout ça, on a dit ouais, il y a 3 amorces qui marchent quand même bien pour les groupes taxonomiques. Et on a continué avec ces amorces. Et on a fait une test d'extraction. Donc ça c'est un peu le workflow de cette test. Donc on a commencé avec un échantillon de bulk qui était prélevé en mai. Donc c'est un échantillon qui consiste de 4 traits filés faits à la Clément. Après, on a pris cet échantillon, on a divisé en deux. Un partie on a préservé avec l'eau et congelé. Après, l'autre partie on a préservé avec l'éthanol, aussi congelé, moins 20. Et avec cette préservation, après, on a pris des sous-échantillons de 50 mg et des autres avec 100 mg. Et après, on a fait des extractions avec des kits différents, donc nucléospin tissu, sol et le kit Master Pure. Et pour quelques kits, par exemple le Master Pure, on a aussi fait des tests avec des lises enzymatiques et des lises enzymatiques plus mécaniques, donc ajouter des billes. Et après, avec tous ces échantillons, on a fait une quantification de l'ADN avec le nanodrop, qubit et ddPCR. Donc si on va regarder un peu les résultats avec la concentration de l'ADN, en gros on voit que les échantillons préservés dans l'eau, donc ça c'est les rouges ici, ils sont toujours plus hauts que les échantillons préservés en éthanol. On voit aussi que la matière au début, donc la matière initiale pour faire les extractions, a une influence pas quand même importante. Donc on voit que, on voit que commencer avec 100 mg de tissu, ça donne quand même des meilleurs résultats que commencer avec 50 mg. Et pour les kits d'extraction, on voit que le Master Pure, ça c'est la première ici, les résultats sont quand même meilleurs à rapport de tous les autres kits. Si on va regarder un peu à l'efficacité d'extraction, l'efficacité, on a défini que la concentration de l'ADN, donc en nanogrammes, par
milligrammes de tissu qu'on a commencé initialement, qu'on a utilisé initialement. Donc, en gros, on voit les mêmes choses à peu près. Donc, les échantillons préservés en eau sont quand même meilleurs. On commence avec plus de quantité de zooplancton, on a des meilleurs résultats aussi. Encore une fois, c'est le master pur qui est quand même meilleur. Et ici, on voit que juste utiliser une lise enzymatique, ça nous donne les meilleurs résultats. Donc, ajouter une étape avec des billes pour casser les exosquelettes, ça n'ajoute pas grand-chose. Si on va regarder à les copies, donc les concentrations en ADN pour chaque groupe taxonomique, encore une fois, on voit que les concentrations dans les échantillons préservés en eau sont meilleures pour tous les groupes taxonomiques. Donc ça, c'est des cladocères, copépodes, rotifères. Et en gros, on voit que les copépodes, ils ont des concentrations plus hautes que des rotifères et que des cladocères aussi. Les cladocères, les concentrations sont le plus bas. Seulement avec le nucléospin tissu, on voit qu'il y a quand même une amélioration de les concentrations de cladocères ici. Si on va mettre ça un peu ensemble avec les tri qu'il a essayé de faire, ici on a les résultats de tri. Ça, c'est des abondances relatives à la base de tri. On ne voit pas très bien, mais là, les cladocères en rouge, ils sont là. On ne voit pas, mais ils sont là. Mais si on va regarder avec les concentrations qu'on trouve dans les échantillons avec le DDPCR, on voit que les copépodes, même s'ils ne sont pas très présents en nombre d'individus, il y a quand même beaucoup de l'ADN de copépodes là. Et ça, c'est un peu normal à part des rotifères, parce que les rotifères, ils sont quand même petits, donc ils ne vont pas contribuer beaucoup d'ADN. À part des copépodes qui sont plus larges, il va contribuer plus de copies d'ADN par individu. Les choses encore à faire, en gros, il y a trop de choses. Mais ça, c'est toujours le cas, j'imagine. Donc, on doit commencer à faire les metabarcoding des échantillons qu'on a utilisés dans les tests d'extraction. Comme ça, on peut vraiment voir s'il y a des changements de communauté qu'on retrouve avec la metabarcoding. On doit finir les extractions pour les échantillons du lac temporel. Donc, on a 4 lacs, les monts Bourget, Annecy et Goulette. Et on a des échantillons chaque mois, pour presque tous les lacs, pour une année entière. Donc les extractions ADNE sont déjà faites. Marine a déjà fait ça. Les extractions de bulk, on va commencer bientôt. Et après, on doit faire le DDPCR et du metabarcoding sur cet échantillon. Et j'espère qu'après, on va avoir des bons résultats temporels, quantitatifs, qui vont nous montrer que ça marche quand même. Et à la fin, je voulais juste dire que ouais, c'est le travail que je n'ai pas fait toute seule, en tout cas. Donc, il y a Isabelle, Leslie, Marine et Cécile, plein de partenaires partout en France qui ont aidé pour tout ça. Et ça, c'est tout. Merci Jonas. Oui, merci pour cette présentation. Peut-être deux petites questions. Avant de parler de quantité, est-ce que vous êtes intéressé aussi aux espèces rares, critiques, inconnues, bon, parce que c'était toujours partie
des domaines intéressants qui sont aussi un petit peu catchy, là, comme ça. Récemment, on a reparlé des fameuses méduses dans le Bon et un article dans la Tribune de Genève, je ne sais pas quoi. Donc, est-ce que vous avez déjà abordé un petit peu ces questions ou pas du tout? Maintenant, on a vraiment, le but de ce projet, c'est vraiment voir si on arrive à faire des dynamiques temporelles qu'on connaît quand même bien. Est-ce qu'on peut trouver la même dynamique avec l'ADN et le métabarcodé? Donc les espèces rares, oui, j'imagine qu'on va quand même avoir des résultats qui vont indiquer qu'il y a des espèces rares que peut-être on ne va pas trouver dans les tris ou quelque chose comme ça. Mais c'est toujours un peu, c'est pas vraiment le but maintenant pour le projet. Après, c'est sûr qu'avec la métabarcoding, on va quand même avoir des résultats sur ça. Après, si c'est vraiment des espèces rares, avec l'ADN et l'ADNE, si tu vas trouver des espèces rares, après tu dois valider quand même qu'ils sont vraiment là et que c'est pas une artifice. Donc on doit regarder à la fin. Oui, est-ce qu'à partir de ces échantillons, ça pourrait être utilisé pour faire ça dans le cadre d'un autre projet ou un master ou un truc comme ça? Ouais, mais on va avoir toutes les données, c'est juste une question de creuser un peu les données et regarder est-ce qu'on trouve des espèces rares, est-ce qu'on le trouve souvent. Si on le trouve dans plusieurs échantillons, ça veut dire que peut-être ils sont vraiment là. Donc ça peut être déjà pas mal. Mais c'est sûr que ça va sortir. Et par rapport à la comparaison, par rapport aux méthodes traditionnelles, on sait que les méthodes traditionnelles, elles donnent une image utilisée en fait de la réalité, puisque tu as des espèces qui sont plus difficilement capturables, hein, qui vivent, etc. Donc quelque part, voilà, tu compares avec une autre méthode, mais tu n'as pas des données réelles. Donc comment tu prends en compte ces biais? C'est avec la comparaison qu'on va vraiment voir s'il y a des biais. C'est sûr que même si on va parler de les biais dans les tris, tout ça, okay, on sait qu'il y a des biais dans cette méthode, mais il y a aussi des biais dans le métabarcoding. Comme on voit qu'il y a peut-être des espèces qui sont rares, des espèces qui ont pas mal de différences entre paires de bases avec les amorces. C'est plus difficile à avoir des résultats pour cette espèce. Donc il y a des biais dans les deux méthodes. Et c'est juste voir vraiment est-ce que les deux méthodes convergent dans un résultat qui est quand même assez similaire. Ça va dire que toutes les méthodes donnent à peu près la même résultat, les résultats des dynamiques qui sont quand même bien. Je pense que c'est ça. Oui, j'ai pas compris la relation que tu as obtenue quand tu as analysé tes communautés d'ADN synthétiques. Tu disais que tu n'avais pas une relation de 1 entre ton signal ADN et le signal attendu, en fait, une abondance attendue. Je n'ai pas compris pourquoi cette relation était aussi basse. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise efficacité de détection de l'ADN. Qu'est-ce qui fait que c'est pas... Là, il y a plusieurs choses qui peuvent faire que la relation, c'est pas 1 sur 1. Et ça, c'est un peu plus technique, mais en gros, si tu as, par exemple, les espèces qui sont l'ADN qui est vraiment abondant, dans la réaction de PCR, tu vas amplifier cette région et tu vas augmenter la concentration de cette région. Et après, à un moment donné, ça peut arriver que tu arrives à une concentration qui est quand même vraiment haut de cet amplicon, que que les amplicons va se mettre ensemble lui-même. Et il n'y a pas une opportunité pour des amorces d'amplifier encore plus. Donc ça peut être une raison pour ça, que les concentrations qui sont, les espèces qui sont vraiment abondantes, ça va diminuer un peu dans l'abondance proportionnelle à rapport des espèces rares.
Ok, ouais, c'est que... Je peux expliquer en anglais aussi, peut-être c'est mieux. C'est bon, ça suffit à ce stade. Et du coup, pour aller un peu dans le temps de la question de Jean, au niveau de la détermination spécifique, parce que c'est vrai que, bon, on parlait d'espèces un peu rares, critiques, après moi je parle plutôt éventuellement d'espèces indicatrices, par exemple sur des rejets multiples, voir un petit peu des changements sur des représentations d'espèces cibles. Ça, tu penses que c'est à quel horizon aujourd'hui sur des espèces pour le coup abondantes? Tu vas travailler vraiment plus en DDPCR là-dessus, avec des marqueurs cibles sur tel taxon spécifique? Ou est-ce que tu restes aujourd'hui plutôt encore sur une approche biodiversité au sens large sur ces différents... Ouais, donc c'est pour les espèces rares que... Ouais. Ok. Non, pas forcément rares, là. Plutôt des espèces indicatrices qui pourraient être impactées par des rejets, tu vois, qui pourraient être plus sensibles à certains polluants. Ouais, comme j'ai déjà dit, dans ce projet, la première étape, c'est vraiment faire, est-ce qu'on arrive à suivre, on arrive à avoir les tendances temporelles. Donc c'est juste à l'échelle de la communauté. Donc, après, dès qu'on a s'il y a des intérêts pour regarder, pour vraiment avoir des résultats un peu plus spécifiques sur des espèces indicatives, des espèces rares, des espèces invasives, ouais, c'est sûr qu'on doit peut-être utiliser une méthode un peu plus spécialisée, quoi, comme la DDPCR, et avec des amorces qui sont vraiment spécifiques pour cette espèce. Ça peut être quelque chose pour dans la future, s'il y a des intérêts sur ça. Pour rester sur ce schéma-là, si je comprends bien aussi, enfin, le fait que tu aies des relations linéaires, c'est plutôt bon signe, je trouve, quand bien même tu n'as pas une relation 1 sur 1, mais ce que tu n'auras jamais, a priori. Mais du coup, ça veut dire que tu peux mettre éventuellement, in fine, mettre un facteur multiplicatif, entre guillemets, qui permettrait de relier l'un à l'autre. Je te dis ça parce qu'en fait, pour les diatomées, je me souviens du travail qu'a fait Valentin. Ouais. Et in fine, ce qu'il disait, c'est que voilà, on n'arrive pas à avoir une relation 1 sur 1, mais par contre, parce qu'on a des relations linéaires et que donc on peut mettre une relation allométrique entre les deux, on peut mettre un facteur de conversion qui peut, in fine, voilà, nous rattraper, entre guillemets. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'envisageable au regard de tes résultats déjà? Ouais, mais je pense que oui. Okay. C'est pour ça, pour moi, c'était le but de faire des mocks comme ça, parce qu'on sait qu'il y a des biais dans la métabarcoding, mais dans la plupart des études, ils ne vont pas vraiment forcément regarder c'est quoi les biais, même s'ils sont connus. Et c'est ça qu'avec les résultats comme ça, et avec la séquençage qu'on va faire, je pense que je vais créer un peu plus de mocks comme ça on a plus de résultats sur ça. On peut vraiment regarder c'est quoi la relation entre les deux et une correction, avoir une certaine correction pour certaines billes qu'ils ont déjà bien connues. Okay. Et là, tu as parlé de la DDPCR. La PCR quantitative ou classique, entre guillemets, c'était pas intéressant, entre guillemets, il valait mieux tout de suite partir sur la DDPCR en fait? Ouais, le but, à la base de ce projet, on a dit on va essayer d'utiliser le DDPCR pour mettre en place, combiner les résultats de DDPCR et métabarcoding pour vraiment avoir des choses quantitatives. Les problèmes que j'ai eu avec le DDPCR en vrai, c'est que les concentrations on va regarder pour les espèces là. Les concentrations de copépodes et rotifères sont vraiment hauts. Ouais, en fait c'est pour ça que je pose la question, c'est parce que justement, voilà, c'est parce que on sait que c'est 100 fois plus sensible, et donc si tu as beaucoup de matière, c'est pas forcément intéressant, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça. Okay. Donc la première étape que j'ai fait, j'ai essayé de faire des tests, et on va vraiment diluer les concentrations pour les rotifères, les copépodes, pour vraiment avoir des résultats avec la DDPCR. Sinon, il y a trop de signal. Okay.
Et ça sera le cas pour les échantillons naturels aussi? Ça, c'est quoi? C'est les mocs ou c'est naturel, ça? Non, ça, c'est des échantillons de bulk. C'est des échantillons qu'on a utilisés pour des tests d'extraction. Okay. J'ai pas fait des tests avec l'ADN, donc je dois regarder. Mais j'imagine que ça va être à peu près la même chose. Bah ouais, juste une PCR quantitative normale, ça va être bien aussi. Mais après, tu dois faire tous les courbes de référence et tout ça. Donc, on a le DDPCR. Dès qu'on arrive à savoir un peu c'est quoi les dilutions qu'on doit utiliser, je pense que ça va aller. Une question? Je vais noter. En fait, toutes les amorces que vous avez dessinées et que tu valides là, il y avait déjà de l'existant ou c'est vraiment vous partez de zéro? Il avait des existants pour des rotifères et c'est Cecilia qui a utilisé les amorces pour le travail qu'elle a fait et les résultats c'était pas bien quoi. Okay. Donc ouais, il avait des amorces sur les